Salut. Je suis toujours là, tu vois. C'est une surprise. Hé, Vous allez me dire comment ça s'est passé alors. Parce que moi, ça ne s'est pas passé depuis 74. Je l'ai revu seulement il y a moins d'un mois. Parlez plus fort et peut-être mettre un peu plus fort en cabine aussi, si c'est possible. Oui. Donc moi, je l'ai revu il y a un mois. Je revois jamais mes films. Là, j'étais obligé de valider. La restauration. La restauration, donc j'ai validé mais ça remonte à moi, c'est ça, hein. J'y avais dit. Un peu plus, bon, évidemment. Donc c'est écoulé quand même un peu de temps entre 74 et il y a un mois, voilà. Et quand j'ai vu, ça s'est pas trop mal passé d'ailleurs. Donc je sais pas si c'est passé pour vous. Vous allez me dire. Alors, avant de rentrer dans le ressenti du film, peut-être qu'on peut rappeler un tout petit peu ce qui est à l'origine de ce projet-là, parce qu'il y a, si j'en crois les articles publiés, notamment par Marco Souza, il y a la lecture d'une brève dans Le Monde, Absolument. qui est le récit d'une sorte de fait divers. Oui, qui est tout petit, c'est quelques lignes, donc c'est effectivement un fait divers, mais qui ne dit qu'une chose, c'est qu'un garçon, c'est effectivement un garçon boulanger, c'est enfermé dans sa chambre. Pas seul, voilà, mais je n'en saurais jamais plus, donc je ne sais pas exactement comment s'est déroulé exactement ce fait divers. Je n'ai pas enquêté, je n'ai pas voulu enquêter non plus. Alors ça, c'est le fait réel. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une étincelle qui se dit, et que vous vous dites, tiens, je voudrais travailler sur cette situation? Comment ça résonne, sachant que c'est votre premier long métrage seul, mais qu'avant il y a l'an 01, un film collectif? Ça tient, enfin, l'an 01 était un très très grand bricolage. C'était fait avec même pas 3 sous, avec 2 sous et demi. Et moi, j'avais fait un peu de montage, enfin un peu, quelques années de montage. Et donc, je ne me voyais pas. Enfin, faire un film n'était pas simple, parce que ça me semblait d'une prétention, d'une vanité folle. Donc, et je n'avais jamais écrit un film en plus. C'est aussi le premier film que j'ai écrit, je n'avais jamais rien écrit. Donc, ça fait que faire un nouveau bricolage avec 3 sous et pas 2 sous et demi, mais en même temps, quand je dis 3 sous, les frais de restauration aujourd'hui sont plus élevés que le coût du film il y a 50 ans, donc, enfin, presque 50 ans. Donc ça me fait assez marrer de savoir qu'on a sauvé le film avec plus d'argent qu'il a fallu pouvoir le faire. Et je pense que j'étais un amateur, voilà. J'avais jamais été assistant sur un film, j'avais jamais assisté à un tournage, j'ai vu des films, donc ça me suffisait, mais je dirais ce qui a été certainement à faire un film, c'est de voir certains films, notamment les films de Rosier, qui étaient très bricolés, et de savoir qu'on était autorisé, même si on n'était pas fils d'eux, à pouvoir faire un film avec 3 sous, je me suis autorisé, voilà. Oui, vous dites ça parce qu'en fait, l'arrière-plan, c'est aussi que il y a un certain nombre de fils d'eux qui arrivaient dans le métier, mais vous êtes de conditions relativement modestes, et donc rien ne vous préparait à l'idée d'aller vers le cinéma, si ce n'est la rencontre avec un animateur fameux de Ciné-Club, qui est aussi devenu un écrivain de cinéma, qui s'appelle Henri Agel. Et j'avais la chance, j'ai eu la chance d'être dans le lycée qui n'était pas un très bon lycée, c'est le lycée Voltaire. Mais dans le lycée Voltaire, il y avait la classe de préparation à l'IDEC, donc la FEMIS d'aujourd'hui. Et donc là, il y avait un ciné-club, comme il y avait dans quasiment tous les lycées à cette époque-là. Et comme ils ont disparu quasiment de tous les lycées depuis, c'est une très vilaine chose. Henri Agel montrait donc tous les vendredis à 17h un film, puisque cette façon de montrer, c'était de le montrer en film. Il n'y avait rien d'autre qui existait à cette époque-là. Et donc Henri Agel avait autorisé les garçons du lycée qui n'étaient pas ses élèves, autorisé à ce qu'ils
puisse assister, s'il le souhaitait, à ces séances. Donc, moi, j'étais là à 17h pendant des années, au point que quand j'ai retrouvé Agel, il y avait le sentiment que j'avais été son élève, mais en fait, non, j'ai jamais fait partie. Alors, si j'avais pu, enfin, déjà, je sentais que c'était une vanité folle, mais je pense que j'avais même pas le désir de ce qui me paraissait le plus éblouissant, c'était tous ces films que Agel montrait, les Ogluchy, Bresson, Dreyer, etc., c'est Wells, enfin, c'était inouï pour moi, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans. Mais 17 ans, parce que 18 ans, j'étais déjà plus élève de ce lycée. Mais ça me paraissait inimaginable de penser faire des films après avoir vu les films de Mizoguchi, de Dreyer, de Bresson, de Wells, etc. C'était pas de la vanité, c'était de la stupidité. Donc il m'a fallu des années pour me dire, mais finalement, c'est quand même ce qui m'intéresse le plus, pour peut-être essayer un tout petit peu de... Enfin, il y a eu... La vanité est arrivée un peu plus tard. Il a fallu quelques années. Du coup, je fais un petit flashback quand même, parce que ça m'a toujours intrigué. Comment vous vous retrouvez dans l'aventure de l'an 01 là, enfin, parce que vous veniez précisément un peu de nulle part. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous retrouvez au générique de ce film, qui sera votre premier film, même si c'est un film collectif? Oui, c'est pas... Ce qui m'embarrassait, je ne m'embarrassais pas du tout, d'ailleurs, je ne m'embarrasse toujours pas, c'est qu'il n'y avait pas de travail, on n'a jamais eu le temps j'ai jamais eu le temps de travailler sur l'an 01. Parce qu'on allait voir les gens d'une journée à une autre, on était logés par, on tournait avec des gens qu'on n'avait jamais vus, tout ça était plutôt très rigolo, mais j'ai jamais, enfin, j'avais pas été formé pour, mais par la suite non plus d'ailleurs. Ce final, j'ai aucune formation pour, mais c'était compliqué de dire. Je crois que c'était mon admiration pour ce que faisait GB. Parce que ce qu'il dessinait, je trouvais ça tout à fait formidable. C'était pas si populaire que ça d'ailleurs. De la bande d'Harakiri, il y avait des réalisateurs formidables, il y avait des gens absolument étonnants, mais ce que faisait Reiser ce que faisait GB était un peu à côté, donc c'était pas le plus populaire de la bande, loin s'en faut. Et j'avais vu une de ces bandes, d'une page, et je lui avais dit, mais je ferais bien un court-métrage avec ça, juste pendant le temps d'un week-end, entre le samedi et le dimanche, et avec des amis, pas avec des comédiens professionnels, il y a des techniciens professionnels non plus d'ailleurs. Et j'avais fait ce court-métrage. On était devenus plutôt assez amis, et ce type était aussi formidable humainement qu'il était un très grand dessinateur. Voilà. Donc l'idée de faire quelque chose d'un peu plus long avec lui, qui était son idée, c'était son film pour moi. Il a dû signer le film, il a dû signer la totalité du film. Mais après, il y a eu le plaisir de savoir que cet an 01 avait fonctionné assez pour qu'on ait un tout petit peu d'argent, et de se dire que peut-être que c'était le moment de commencer à tenter de travailler un peu et d'être définitivement vaniteux, peut-être de se ramasser complètement et de faire autre chose. Mais l'an 01, c'est vraiment GP, c'est l'admiration que j'ai pour lui, mais sans aucun doute. Alors, dans Les Doigts dans la tête, il y a un autre génie de la BD qu'on voit à un moment, c'est Gottlieb. Absolument. Comment il se retrouve dans ce film? Donc, c'est le vendeur de disques. C'était un IGP, bien sûr, puisqu'on le voit dans les essais de Gottlieb où il fait un personnage de temps en temps, il est assez souvent. Donc Gottlieb, je l'ai vu souvent et je l'aimais beaucoup. Et il a aussi un petit rôle dans l'an 01, je ne me souviens plus lequel d'ailleurs, enfin, je revois le film. Oui, j'aurais pu donner un petit rôle dans tous les films à venir, tellement ce Marcel Gottlieb était au-delà de sympathique. Alors l'autre lien, c'est quand même la question de la politique, parce qu'elle est importante dans ce film-là aussi.
de façon différente de l'an 01, qui est comme une espèce de grande fresque utopique et utopiste. Là, on est quand même un tout petit peu de revenu de l'utopie de mai 68 et des mois qui ont suivi. À la fois, il y a encore l'affirmation d'idées, de principes, et notamment la proposition de pas vraiment de création, parce que si j'ai bien compris, ça a vraiment existé, le gratte. Oui, ça... Ah, j'ai une petite panne. On va changer comme ça. Oui, oui. Oui, le gratte semble avoir existé, ça m'a surpris parce que je ne savais pas, je ne connaissais pas. Mais j'ai appris son existence, donc ça m'a amusé de l'installer en écho dans le film. Mais, bon, GB était un utopiste, et donc c'était un homme plus optimiste que ce que je suis, ce que j'étais. Donc moi, je revenais à une chose plus réaliste, un peu plus tristounette, en même temps avec le désir d'un garçon qui se bat, qui ne laisse pas tomber. Voilà. Donc ce désir fort, cette volonté m'intéressait évidemment bien, mais sans qu'on puisse imaginer une fin Glorieuse. Glorieuse, puisque à la fin, si je me souviens bien, il n'y a pas très longtemps, dans cette voiture, les deux chantant, bon, je ne sais pas si vont chanter longtemps ou si ça va déchanter assez vite. Compliqué de dire. En tout cas, l'utopie de la vie communautaire avec les deux femmes, elle a un peu explosé pendant le temps du film, parce qu'ils se retrouvent entre mecs dans cette voiture. Oui, mais ça, il y avait... c'était pas seulement dans l'époque, peut-être un peu plus dans l'époque aujourd'hui, je n'en sais rien, mais en tous les cas, oui, enfin, il y avait tout ça. Mais l'origine du scénario, c'est un... Moi, je pense pas que je sais faire quoi que ce soit. Donc, je me débarrasse du scénario déjà auprès d'un ami en lui racontant ce petit fait divers, et puis j'attends que le scénario arrive, et le scénario arrive un mois, pas plus, peut-être un peu moins même, avant le début de ce petit film qu'on préparait avec Aurélien. Et quand je dis le scénario, ça ne me convient pas du tout. Certainement que ça aurait été un autre film, donc ça n'était pas forcément un mauvais scénario, mais ça ne me convenait pas du tout. Donc je me suis dit que ou bien il fallait arrêter, ou reporter, ou bien peut-être décider d'écrire. Et en calculant bien, une scène écrite le matin, une scène l'après-midi, une scène le soir, multipliée par 6 jours, plus le dimanche, qui pouvait encore récupérer le retard. Il y avait 18 scènes par semaine, multiplié par 3, ça fait 54 scènes, et j'en aurais certainement pas besoin de plus. Donc, tout en préparant, j'ai écrit une scène le matin, une scène le midi, une scène le soir. Et je me suis aperçu que c'était assez plaisant. Je ne pensais pas que c'était possible de m'amuser autant. Voilà. Et donc, je suis arrivé sur le tournage avec des scènes que j'avais le matin d'ailleurs. Et puis ensemble, on les reprenait parce que je suis arrivé avec le scénario à la dernière seconde. Donc, on n'a pas eu le temps de préparer rien. Et d'adapter forcément très bien ce que j'avais écrit à ces deux filles et à ces deux garçons. Donc, il y avait il y avait la nécessité d'une lecture ensemble pour qu'ils puissent intervenir et dire oh, non, je dirais plutôt comme ceci ou comme ça. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de réécriture. Il y en a eu un petit peu. Après, le texte était appris très vite. C'était jeune, j'avais une excellente mémoire. Et puis on faisait tout de suite, je ne savais pas que je ferais autant de prises, mais on faisait pas mal de prises parce que il se trouvait que, évidemment, à la 14e prise, c'était meilleur qu'à la 4e parce qu'il fallait se débarrasser de la mémorisation du texte, même si on était dans une petite pièce, les déplacements, enfin, il fallait qu'il ne reste plus que toute l'énergie soit dans
interprétation de la scène. Et donc aussi, toutes ces prises me permettaient moi de donner beaucoup d'indications, et avec toutes ces prises, je pouvais supprimer les mauvaises indications que je donnais et garder seulement les meilleures peut-être. Et puis ça s'est passé très bien entre nous et on s'est beaucoup amusé, on s'est bien entendu. C'est passé d'autant mieux que deux étaient un petit peu, avaient un tout petit peu travaillé et deux autres pas du tout. Donc, les filles qui avaient déjà fait des films. Alors, Roselyne avait un tout petit peu travaillé et sortait du conservatoire, ce que j'avais oublié. Et je l'ai revue il y a 2 jours à Lyon et elle m'a dit, mais tu te souviens pas ce que j'avais fait le conservatoire? Je dis, pas du tout. J'ai dit, mais tu passais ton temps à te moquer de moi en me disant, mais toi qui sors du conservatoire, tu vas peut-être me dire comment on peut jouer cette scène-là. Alors, bon, ce type de stupidité, de petites blagues idiotes, j'ai passé, semble-t-il, mon temps à lui reprocher le fait qu'il ait fait 3 années au conservatoire. Et voilà, et donc ça s'est fait en 5 semaines, très vite, tellement bien. Et là, j'ai su que si je pouvais, si ça fonctionnait un tout petit peu, si je pouvais poursuivre, ça m'a tellement amusé de travailler sur ces dialogues, de travailler avec eux. Ça s'est passé idéalement. Donc, oui, l'envie de continuer et de me dire qu'avec un peu de bol, si je peux faire ça toute ma vie, ce serait formidable. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'anticipation, mais si j'en crois certains témoignages, il y a quand même un personnage qui a donné lieu à un travail un peu spécifique. C'est le personnage de la Suédoise, Liv, qui avait déjà joué dans le premier long métrage d'Alain Corneau. Est-ce que vous vous êtes rendu à Stockholm pour essayer de l'observer et pour voir comment elle fonctionnait? Parce que l'un des partis pris d'écriture, si j'en crois le synopsis qui a été retrouvé depuis, c'était de... Mais oui, mais on dira ça hors champ. C'est qu'il y avait un personnage magique qui apparaissait dans la vie pleine de déception et condamné à une sorte de routine de ces 2 personnages masculins. Et du coup, il fallait incarner cette espèce de fantaisie, de magie, de dysfonctionnement au regard des règles que s'était imposé ce petit groupe qui paraissait déjà bien installé, puisqu'ils ont a priori leur voie tracée avant qu'elles ne surgissent et qu'elles ne déboulent dans leur existence. Oui, mais dès le début du tournage, début du tournage et du scénario, c'était ces 4-là avec qui ça s'est tellement bien passé, comme je radote. Mais c'était 3+1. C'était un personnage supplémentaire qui venait faire bouger un peu le tout, voilà. Mais j'ai pas le sentiment d'un travail différent avec elle. Voilà. J'ai pas l'impression d'avoir. Je pensais juste à comment on pouvait au mieux rendre crédible la scène. Et c'est ce qu'on se dit toute la vie de cinéaste. Enfin, ce que je me suis dit tout le temps. Comment on peut croire là, à ce qu'on est en train de fabriquer qui est totalement artificiel. Comment cet artifice-là peut tout à coup, comment on peut l'entendre, y croire, et à un certain moment, quand ça se passe le mieux, ne plus se souvenir, effacer le fait qu'on a écrit des dialogues, effacer le fait qu'on a dirigé ce machin-là, la scène, effacer le fait qu'on a des indications, du coup ça surgit et ça efface le tout. Alors quand ça efface le tout, on y est. Ça ne marche pas sur chaque scène, mais ça marche assez souvent dans le cinéma pour que ça vaille le coup d'essayer de retrouver ça, film après film. Alors on va passer la parole à la salle juste après. J'en pose quand même une toute dernière. Un des partis pris de mise en scène, c'est quand même vraiment de rétrécir presque de plus en plus l'espace, parce que quand même il y a un vrai confinement, il y a beaucoup de lieux clos, et du coup on travaille aussi sur le positionnement des corps, même dans la façon dont ils aménagent cet espace. Ils finissent par être de plus en plus concentrés, notamment en faisant cette espèce de lit commun, avec cette question de qui dort à côté de qui et concrètement qui couche avec qui. Voilà. Et ça c'est un vrai défi de mise en scène quand même pour un premier film, de se dire comment on cadre des corps dans un espace aussi concentré. Enfin, ça faisait partie par exemple des défis ou
Ou c'était vraiment une envie de se dire, on va travailler sur le rapport entre l'intimité et le politique, donc du coup je resserre. C'est bien plus... rien n'est théorisé à l'avance, ni au final d'ailleurs. Tout est infiniment plus sauvage, si je veux dire, que ce que vous dites là. Il n'y a pas d'intention, enfin il y a l'intention. L'intention, elle se fait avec ce qui est écrit, avec eux, comment rendre cette scène, comment la rendre plus que vivante, et il y a la force, bien entendu, de voir le film évoluer. Pour voir le film évoluer, il y a déjà l'idée évidente, il faut tourner dans la chronologie, donc commencer par la scène 1, et puis la scène 2, puis la scène 3. Et c'est facile, en gros, il n'y a qu'un décor, mais sur d'autres films que je fais par la suite, où il y a plusieurs décors, j'essaie toujours de tenir. 2 fois, j'ai essayé de lâcher sur les films qui étaient plus, mais voir le film avancer et pouvoir le faire évoluer à notre guise et à la mienne notamment, très légèrement, il y a juste une solution, c'est de tourner, c'est de jouer comme on a écrit. Ce qu'on a écrit, on a écrit une première scène, puis il y a une deuxième qui vient, puis la deuxième amène une troisième, et ça va bien, on a écrit 50, on se dit peut-être un scénario. Donc le tournage, c'est absolument la même chose. On avance et on ne sait pas très bien où on va déjà par la scène. C'est pas parce qu'il y a des mots, c'est pas parce qu'il y a une note qu'on sait qu'on va la jouer. Donc il va falloir du temps, il va falloir 3 heures, 4 heures, pour savoir comment on a réussi à la jouer. Et elle va prendre une couleur, une musique, un tempo, enfin tout ça n'est jamais décidé à l'avance. Et moi, quand j'arrive sur un tournage, depuis le début, c'est pas seulement va apparaître, je ne crois pas, par manque d'imagination peut-être, mais je ne veux pas savoir comment je vais tourner la scène. J'attends d'avoir les acteurs avec moi, et tout doucement, comme il y a 12 prises, ou 14 prises, ou 18 prises, ou 26 prises, ça veut dire que tout doucement, je veux que le tournage soit le lieu de travail, de recherche de ce truc. On a les mots, et alors on n'en sait pas beaucoup plus. Qui pose la première question? Ouais. Oui, bon, à la fois, bonsoir. Merci de me rajeunir, ça me permet de me souvenir de mes jeunes années. Oui, il y a à la fois 2 impressions et une question. Première impression, c'est qu'en fait, c'est un film qui tourne en 74, donc 6 ans après 68, et qui est extraordinairement pudique. Le seul moment, disons, qui est plus sexuel, c'est au moment où Chris veut mettre son préservatif. C'est le seul truc qui est extrêmement sexuel de toute la truc. Ça, en même temps, bon, c'est vrai que c'est curieux, cette pudeur, après 68, où déjà, il y a des films qui abordent de façon beaucoup plus explicite la fête sexuelle dans un truc. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, la seule personne qui pouvait apporter quelque chose de progressif par rapport à cet enfermement qui était encore très coincé dans une époque, c'est là. Et on a tous, notre génération, bon, moi j'étais déjà plus vieux, fantasmé sur la jeune Suédoise. La Suédoise, c'était la liberté sexuelle. Et ça, je pense qu'avec elle, vous auriez pris une Américaine, une Allemande ou une Italienne, ça n'aurait rien dit. Pour cette génération, la Suédoise, et la question qui annexe, que sont devenus tous ces acteurs? Merci. Alors, j'ai vu à la projection à Lyon il y a 2 soirs Roselyne Guillaumet, donc la française, que je n'ai pas vue depuis
un siècle. Je pense qu'elle travaillait beaucoup, enfin elle était là, donc j'étais absolument ravi de la voir. Olivier Sauteau était, donc Christophe, était musicien, il est resté musicien. Il n'a jamais eu le désir de... Est-ce qu'il aurait joué dans un film ou deux? Je ne crois pas, je ne suis pas certain. Je ne crois pas non plus. Je n'en sais rien, je ne pense pas. Non, la musique l'intéressait beaucoup. Et je le connaissais comme un ami de Jean-François Goyer, qui était un garçon avec qui je travaillais sur quelques scénarios. Et on se voyait de temps en temps, donc je le connaissais. Et il me semblait qu'il pouvait, voilà, qu'il devait être ce Christophe-là, qu'il pouvait l'être certainement très bien. La jeune Suédoise, elle a fait 2-3 films encore du côté de la France, et puis elle a fini par remonter dans sa Suède natale, et elle a été comédienne, plutôt au théâtre qu'au cinéma, et depuis 20-25 ans, je ne sais plus rien d'elle. Voilà, je joue d'elle toujours, je l'espère, je le souhaite, je n'en sais rien. Voilà. Et puis, alors, il y a un grand mystère sur Olivier Bousquet qui a été vu une dernière fois par Roselyne Villaumet il y a une vingtaine d'années et qui survivait en plaçant des prospectus dans les boîtes aux lettres et qui avait l'air un peu alcoolisé, qui avait pas l'air d'aller très bien. Et j'ai aujourd'hui le téléphone des deux, mais pas des trois. Olivier Bousquet, je ne sais pas comment réussir à le retrouver. Je n'en sais absolument rien. Il avait fait un film avant, qui était un film de Condroyer, qui s'appelait La Coupe à différence, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et après, je ne sais pas s'il était demandé ou pas, je n'ai pas l'impression plus que ça, alors qu'il est un... J'aime beaucoup son travail et non, il était formidable aussi. Mais ils sont pas. On était des amateurs, donc. Et puis il y avait un musicien, il y avait la fille qui joue le livre, Anne, donc. Était un petit modèle, elle essayait de démarrer dans la mode, dans le mannequinat, que je dis. Mais le cinéma n'était pas son ambition de départ. Et finalement, elle est devenue comédienne. Donc peut-être que le film l'a aidé à vouloir devenir comédienne, ce qui est bien. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, j'ai un peu perdu dessus. Alors, j'ai retrouvé Olivier, j'ai retrouvé donc, Christophe Sauteau en faisant un petit bonus sur un DVD il y a une quinzaine d'années et on était ravis de se voir. Et la dernière fois que je l'ai vu un peu sérieusement, c'est parce qu'il était le service militaire, il avait un peu plus de 18 ans, 18 ans et demi, et on voulait déjà... le service militaire existait encore, obligatoire, je ne sais pas si c'était un an, à cette époque-là, je ne sais pas très bien. Et il était recherché, pas comme un criminel, mais recherché comme un type qui ne s'était pas présenté. Et donc, je lui ai conseillé de ne pas prendre l'avion de Paris pour gagner le Venezuela, qui était le pays de son père, qui était ce peintre très connu. Hein. Et je lui ai conseillé d'aller jusqu'en Belgique. Et il m'a dit, mais j'y vais comment? Et je lui ai simplement dit, ben, je t'y emmène. Parce que je pense que la frontière, le soir, ça m'étonnerait qu'à la frontière belge, tu ne sais jamais qu'il y a un type qui est... T'as même pas déserté, tu n'es juste pas présenté. Donc, je te dis, voilà, jusqu'à l'aéroport, et de là, tu prends l'avion pour le Venezuela, et tout ira bien. Il est resté 20 ans au Venezuela,
à être musicien, et il est revenu après 20 ans parce que je trouvais que la vie commençait à être un peu dangereuse là-bas. Et maintenant, il est, semble-t-il, plus souvent en France. Et comme j'ai réussi à retrouver son numéro enfin, j'ai gagné son numéro de portable il y a 2 soirs, je vais pouvoir l'appeler bientôt. Oui, on parle des acteurs, là, et moi j'ai eu le grand plaisir d'apercevoir François Béranger. Bon, je savais qu'on le voyait dans le film, que j'ai vu 2 ou 3 fois. Et vraiment, c'est un souvenir de jeunesse pour moi, ce film. Oui, et tout ce qu'il raconte. Et les fantasmes pour les jeunes filles, les jeunes Suédoises. Oui. Mais ce qui m'amusait un peu, c'était de jouer avec ce cliché, parce que c'est plus facile de trouver une Danoise ou une Suisse ou une bon. Qu'elle soit suédoise me faisait assez marrer, voilà. Et qu'elle soit vraiment suédoise. Donc ça me faisait marrer. François Béranger, je l'ai vu beaucoup. Et il y avait déjà un rôle dans 01. Et puis dans un petit court-métrage que j'avais fait pour le ministère de l'Agriculture, j'avais demandé de faire une musique, une chanson avec des paroles, et il avait fait une très jolie chanson sur les paysans, sur la solitude des paysans de montagne. Et j'étais très très content de cette chanson qu'il avait faite et qu'il a inclus dans un album, et voilà, et je l'ai vu pendant très longtemps encore, François. Et oui, je l'aimais beaucoup. Et je l'aimais aussi beaucoup comme chanteur. J'aimais l'entendre, j'aimais aller le voir. Alors la suédoise, elle permet de jouer sur une sorte de caricature des fantasmes, mais quand même la sexualité est très présente dans le film. Mais elle permet aussi sans cesse de jouer sur un double registre, parce que quand même, ce qui se joue est à la fois intime et sexuel et politique. Et je pense ça en rebondissant sur une des phrases du film, qui est l'interrogation pour savoir s'il faut baisser son froc, sous-entendu devant le patron. Sauf qu'évidemment, la question de savoir s'il faut baisser son froc devient aussi une question tout à fait intime sur, au fait, quelle est celle des deux qui m'attire, quelle est celle des deux qui suscite du désir, qui en a pour moi, etc. Voilà, et je voudrais savoir comment vous avez travaillé à l'écriture le fait de nouer ces deux questions-là. Est-ce qu'on peut répondre à une question aussi bizarre que celle-là? Parce qu'elle est pour le coup très structurante. Oui, c'est-à-dire que si j'avais eu 6 mois de temps pour écrire, je pense que je n'arriverais pas à vous répondre. Mais sachant que, en plus de la préparation, une scène le matin, une scène midi, une scène le soir, voilà, c'est venu comme une pulsion, mais c'est pas venu comme une réflexion formidable. Je dirais que toutes ces scènes m'ont été données plus par mon système nerveux que par ce qui se passait dans ma tête par une intense réflexion de ce que j'allais et de ce que je voulais faire. Voilà. Je pense que j'ai écrit certainement ce que je voulais faire, mais ça passait pas par une réflexion bien formidable. Désolé de vous décevoir. Alors, je suis absolument ravie de vous avoir en face de moi, parce qu'en fait, moi, j'étais comédienne quand j'avais 17 ans. Il se trouve que Cristobal Soto, c'est un ami, et que je suis violoniste, en fait, et que, en fait, je l'ai rencontré il y a à peu près 7 ans. Que j'ai dû le rencontrer sûrement quand j'étais beaucoup plus jeune, parce qu'en fait, moi, j'étais passionnée de musique vénézuélienne quand j'avais 20 ans, et que malheureusement, je ne l'ai pas reconnu quand c'est par un de mes élèves que j'ai rencontré Cristobal, et que du coup, je suis devenue passionnée de musique vénézuélienne, et que je fais tous ces stages chaque année. Il fait un stage de musique vénézuélienne, et on s'amuse comme des fous. Et c'est un homme absolument merveilleux, qui a une énergie folle. Oui. Et puis alors, donc, du coup, je me dis qu'on a un peu des choses similaires. C'est-à-dire que moi, je suis musicienne, mais j'ai été comédienne pendant 3 ans de ma vie. J'ai fait le premier film de René Ferré, La Communion solennelle, et j'ai été à Cannes, dans mon souvenir, et je rêvais de tourner avec vous. Et donc, pour moi, c'était incroyable de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Et c'est par Cristobal, et on est dans un WhatsApp, un groupe WhatsApp, on est au courant des trucs. Alors il y a sa femme qui nous a écrit, si vous voulez voir Cristobal quand il était jeune. Je vais pouvoir vous rejoindre, alors c'est bien. Voilà, si vous voulez, je peux vous raconter des choses. Vous parlez de René Ferré, qui était essentiellement un metteur en scène, et j'avais fait un film avec
Piccoli et Jane Birkin, et j'avais besoin d'un... et j'ai tout de suite pensé à René Ferré. Et donc dans ce film qui s'appelle La fille prodigue, j'ai tourné en 81, il y a René Ferré. Ah, il y a René Ferré. Voilà, donc ça se recoupe encore plus. Voilà, et moi j'ai commencé à 17 ans à faire du théâtre, j'ai travaillé avec Jean-Pierre Vincent, parce qu'en fait, grâce à René Ferré, j'ai fait une tournée d'une pièce de Brecht. Et puis après, René Ferré, qui était mon prof de théâtre, en fait, ensuite, voilà, il a fait ses films, il m'a invité. Et en fait, je me suis rendu compte après que moi, j'étais sur le tas, quoi. J'avais appris comme ça, je fonçais, quoi, c'est tout. Et quand il a fallu vraiment défendre son métier, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Il fallait faire son book, il fallait avoir une taille, machin. Oh là là, je suis trop petite, je ne vais jamais y arriver dans ce métier. Et j'ai abandonné, en fait. Mais j'aurais rêvé pouvoir téléphoner à Doyer. Voilà, je suis comédienne, j'aurais voulu tellement tourner avec vous, j'étais fan de vos films en fait. Et puis pour moi, ça représentait tellement, voilà, mai 68, enfin, une mentalité, toutes les questions qu'on se posait justement par rapport à la sexualité, cette espèce d'ouverture comme ça, d'une sexualité, on ne sait pas trop où on va. Et alors j'adore votre façon d'aborder, comment vous avez abordé le film, parce que pour moi, c'est comme le jazz. Moi, je suis une jazzman, hein, oui. Jazzwoman, et pour moi, c'est comme le jazz, c'est-à-dire que vous faites 15 prises, vous essayez de sentir émotionnellement en fait ce qui va fonctionner, et donc il y a plein de choses qui sont dans les expressions, il n'y a pas les mots, voilà ce qui est dit, et c'est très subtil en fait, parce que il y a des non-dits, il y a des choses pas dites, c'est tout. Comme j'écris toujours et comme je tourne encore plus, il est évident que je ne sais pas trop où je vais, je ne veux pas le savoir, et je veux surtout que ce ne soit pas une exécution. Je veux surtout ne pas savoir à l'avance qu'est-ce que je vais essayer de faire. Donc ça m'a toujours terrorisé. Peut-être aussi parce que quand j'avais 15 ans, la seule musique que j'écoutais, c'était du jazz. Parce que c'est très jazz, cette façon de faire. Avec une chose qui m'a arrêté pour le cinéma, qui était une improvisation, je pensais qu'il fallait quand même travailler ensemble et écrire et avoir toutes les notes. Voilà. Il y a 2-3 fragments qui pouvaient de temps en temps échapper à un acteur, et si c'était intéressant, je pouvais les prendre, mais essayer de travailler sur le texte qui est là, ça a toujours été quand même ma volonté, avec l'idée que celui qui imposait le plus, c'était moi. C'est-à-dire que j'arrivais le matin, je ne savais rien. Je savais que les comédiens connaissaient le texte, après, sur ce film-là, où effectivement on travaillait un peu différemment. Le texte a été écrit tellement tard qu'ils n'ont pas eu le temps de l'apprendre, et donc ils l'apprenaient le matin. Mais pour les autres, le texte est donné suffisamment tôt. Quand le texte était su, j'ai toujours insisté beaucoup pour qu'il soit très bien su. Et une ou deux fois, je me suis piégé sur un film que je n'aime pas, avec des comédiens qui n'ont pas voulu l'apprendre sérieusement, et ça a toujours donné des résultats médiocres, et j'ai le sentiment que les films étaient morts. Alors peut-être qu'ils sont peut-être pas si mauvais que ça, mais pour moi ils sont épouvantables. Quand vous le revoyez aujourd'hui, qu'est-ce qui vous lie à l'époque de sa production? En fait, comment vous le revoyez dans cette perspective un peu historique de post-68? Je ne vois pas du tout dans cette perspective. Je le vois dans le... La seule chose qui m'intéresse, je pense, c'est de les revoir eux. C'est de savoir que j'ai quasiment totalement oublié le film. Tellement d'années ont passé. Puis l'idée d'essayer d'avancer, de m'intéresser à ce qui peut se faire et de laisser tomber, d'oublier, enfin de ne plus me soucier du tout des choses qui ont été faites. Ça fait que je vois le jeu des quatre, comment ça fonctionne, si ça vit, si ça me surprend encore, voilà. Et c'est la seule chose que je vois sérieusement, voilà. Et quand je l'ai vu, dès la première scène, je pensais que le film était pas mal parce qu'ils étaient pas mal. Et il m'a semblé que le film était mieux parce que eux étaient vraiment encore mieux que ce que j'avais s'il me restait pas grand-chose en mémoire. Oui.
Alors, juste pour revenir sur le sujet des jeunes acteurs et ce qu'ils sont devenus, il y a quand même un nom au générique de fin qui est assez frappant, c'est Philippe Naon. Philippe Naon est ensuite devenu l'acteur fétiche de Gaspard Noé. Il est dans Calvaire, Haute Tension. On n'est pas exactement sur le même type de film, Irréversible, tout ça, c'est pas exactement pareil. Mais voilà. Voilà, j'attendais qu'on parle de Philippe Naon, parce que je l'ai pas du tout reconnu. Je veux dire que je connais quasiment pas les films de Gaspard Noé, j'en ai vu qu'un, et j'ai pas un souvenir plus fort que ça. Voilà, j'ai un souvenir du travail à 4, enfin à 4 plus moi, à 5. Après, je n'arrive plus à remettre, à sentir ce travail qu'on a pu faire ensemble. Oui, il existe et il existera mieux, certainement, encore, chez Gaspard Noé. Je suppose que dans mes films, moi, je n'ai pas repris. Il a fait une apparition, quoi. Lui, l'a repris souvent. Tu as dit, vous serez très surpris par le nouveau Gaspard Noé que j'ai vu ce matin, avec au casting Françoise Lebrun, Alex Lutz et Dario Argento, qui est beaucoup plus doyennesque que ce qu'on peut imaginer. Conversation à 3, avec des vrais plans extrêmement longs d'échanges entre les personnages. Je pense que lui a vraiment vu les films de Doyon. Et quand on les voit à proximité, on se dit, ah oui, c'est incroyable la filiation qu'il y a aussi à partir de films comme Les Doigts dans la tête. Oui. Merci. On ne sait pas du tout comment va se terminer le litige entre l'ouvrier. Non, j'en sais rien. Dites-nous la vérité, Jacques. Je ne sais même pas dans le fait divers comment ça se termine. Moi, quand j'ai commencé à écrire, il me semblait que voilà, les deux partants, on ne sait pas très bien où, s'arrêter sur un point d'interrogation, c'était... je n'étais pas capable de faire mieux que ça, voilà. Donc... oui, bon, on fera une suite, là, si... ça laisse... la reprise car ça fonctionne assez bien, on fera une suite, et puis on saura ce qui s'est vraiment passé. Voilà. Cela dit, on peut dire un mot du nouveau boulanger, parce que donc, qui en fait est boulanger, mais veut devenir acteur, et qu'on imagine être l'opposant, mais qui en fait se retrouve très vite un complice et intégré à la bande. Oui, parce que pour le coup, là, lui, dans la vraie vie, il était vraiment boulanger, il voulait vraiment devenir acteur. Enfin, c'est peut-être le personnage le plus proche de son rôle que vous ayez intégré. Absolument, oui, mais tout ce que je savais de lui, je crois que c'est dans le film. Qu'il apprenait vraiment Georges Dandin, quoi. Absolument, donc c'était sa passion pour dedans, enfin, tout ça, je pense que j'ai tout donné. Enfin, comme cinéaste, si on travaille un peu sérieusement, on est des grands voleurs. Donc là, je me suis pas gêné. C'est lui qui a fait ça. C'est monstrueux, je pense. C'est lui qui connaissait ce texte de... C'était écrit? Oui, mais c'était écrit, donc... oui. Ah oui, d'accord. Ça tient pas. C'est écrit à partir de ce que j'avais entendu, donc je suis de bonne foi, et en même temps, c'est son texte en grande partie. Ouais. Et en même temps, il y a dans le film quelque chose d'assez ironique sur cette question-là de l'addiction et de l'appris par cœur, etc. Parce qu'il y a quand même une phrase où tout à coup un personnage dit de l'autre, mais non, mais c'est pas ces mots à lui, il est en train de réciter, il a appris par cœur. Ouais, donc il y a une espèce de jeu aussi presque brechtien avec. Oui, enfin, il est meilleur lorsqu'il dit lorsque je lui fais dire son texte, il n'est pas humoriste, d'ailleurs, ça pourrait être pire. Je n'ai pas cherché à le rendre ridicule non plus. Mais on n'a pas travaillé pour que, effectivement, le texte dit soit remarquablement joué. Voilà. Son texte à lui, enfin, hors sa tirade. Il est meilleur, là. Oui.
Sans aucun doute. Qui pose la dernière? Il ne peut pas ne pas y en avoir, ça n'existe pas. Ah, mais il y en a deux. Bonsoir. Alors désolé, hein, vous me disiez que vous l'aviez écrit de manière pas très cérébrale, mais pourquoi ce titre? Oui, ça c'est un mystère complet, donc je vais pas... Je vous aide pas beaucoup là. J'étais en discussion avec Jean-François Gallet, qui est un ami, qui était aussi un grand ami de Christophe Soto, et puis je me dis, j'ai des titres de merde, vraiment, aide-moi, qu'est-ce que tu as vu le film Alors, on s'est changé des titres, plus affligeants les uns que les autres, et à moi je dis, mais c'est pas mal ce que tu me proposes. C'est un peu curieux, c'est pas mal. Devant la tête. Mais je t'ai jamais dit devant la tête. Tu viens de me dire devant la tête il y a 20 jours. Mais je t'ai jamais dit devant la tête. Mais qu'est-ce que tu m'as dit? Je ne me souviens plus, mais c'était pas devant la tête, je suis persuadé que c'était pas devant la tête. Donc, on a réglé beaucoup de ça. Il est évident que ça avait un côté un peu plus, je ne sais pas quoi, enfin, un peu plus fantastique, surréaliste, déconnant qu'est le film, peut-être, mais nos idées étaient tellement épouvantables qu'il valait mieux choisir devant la tête. Et puis, ça pourrait se retenir, et les gens pourraient sortir en se disant, c'est un peu bizarre ce titre sur ce film-là. Mais voilà. Et moi, je continue de prétendre que c'est Jean-François qui me l'a donné, Jean-François Grenier, et lui n'en démord pas, donc c'est épouvantable, donc il devrait toucher des droits sur le titre, il y a des droits sur le titre, je ne sais pas, mais voilà, c'est un malentendu, dit-il, et moi je suis sûr que ce n'est pas un malentendu. Bonsoir, c'est pas une question, c'est juste qu'au début vous nous aviez demandé, je suis là, vous nous aviez demandé de vous dire ce qu'on pensait du film et ben, je l'ai adoré. Enfin, je trouve que c'est très frais, que ça vieillit pas. Moi, ça m'a rappelé des nuits que j'ai passées chez ma nièce qui vit encore dans une chambre de bonne à Lille, vous voyez, et une chambre encore plus petite que celle-là. Et je trouve que ces jeunes d'il y a 50 ans me rappellent vachement les jeunes de maintenant, alors qu'ils ont beaucoup changé. Ils parlent plus pareil, ils n'ont pas les mêmes préoccupations, mais... Oui, c'est ce que j'ai vu. On a montré dans une salle à Paris où il y avait près de la moitié de la salle, curieusement, il y avait des moins de 25 ans et beaucoup de 18-20 ans. Je ne sais pas qui les avait amenés là, ils avaient joué à ça, mais en tout cas, ils étaient là. Et moi, je n'ai pas assisté à l'apparition, bien entendu, mais on m'a dit en sortant, et certains m'ont dit, qu'ils avaient beaucoup ri, qu'ils s'étaient beaucoup amusés, qu'ils s'étaient retrouvés énormément, alors qu'effectivement, quasiment 50 ans ont passé, que ce n'est pas les mêmes mots, pas les mêmes codes, pas les mêmes... Enfin, que tout ça va avoir changé. Finalement, est-ce que tout a tellement changé voilà. Mais en tout cas, ils se sont retrouvés et ils se sont beaucoup amusés. Voilà. C'était le film, il a rassemblé une espèce de... quasiment de comédie. Merci en tout cas. Le film, par ailleurs, est inscrit au dispositif lycéens et apprentis au cinéma, et donc il est montré dans des établissements scolaires ou dans les salles qui travaillent en partenariat avec des établissements scolaires, ou en tout cas il l'a été, peut-être qu'il ne l'est plus, mais du coup il peut être réinscrit à tout moment, maintenant qu'il y a une version qui circule grâce à Malavida. C'est le moment où on applaudit Jacques Doyon. Merci beaucoup Jacques. Et merci Lionel pour Malavida.